Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans ce Happy Lundi Live. Happy Lundi, c'est l'Office Club by Mana Événement. Donc, c'est l'Office Club qui transforme les blues du lundi en joie de retrouver son bureau et ses collègues. C'est des rendez-vous inspirants, c'est des idées concrètes comme ce rendez-vous d'aujourd'hui. Je suis Layana, fondatrice de l'agence Mana Événement, une agence qui crée des événements d'entreprise avec une ambition claire, remettre du sens au cœur de l'expérience collective. Chez Mana, on est convaincu que l'événementiel peut être bien plus qu'un moment festif et vraiment un levier puissant du bien-être. Et donc, à l'occasion de cette semaine de la qualité de vie au travail, on a décidé de vous proposer cette parenthèse pour réfléchir ensemble à une grande question qui est comment faire en sorte que le travail rime enfin et pour de bon avec épanouissement. Et pour nourrir cette réflexion, on a la chance d'accueillir aujourd'hui une invitée aussi brillante qu'inspirante. Bonjour Laure-Hélène. Bonjour. Donc Laure-Hélène Thibault, titulaire d'un master en psychologie clinique et d'un master en préparation mentale et coaching. Elle accompagne au quotidien des clients au cabinet, elle enseigne à l'université et également tu interviens comme consultante auprès de Dell Technologies. Oui. Son approche à Laure-Hélène, elle est très rigoureuse et très inspirante. Elle bouscule, elle recentre et elle fait avancer. Avec elle, pas de recette toute faite, mais plutôt des clés puissantes pour se mettre ou se remettre en mouvement. Et du coup, ça, chez Mana, on adore. Parfait. Petit mot pratique avant de démarrer et de laisser la parole à Laure-Hélène. Vous avez en bas à droite de votre fenêtre un petit module questions. N'hésitez pas s'il y a des sujets qui vous interpellent ou si vous avez des questions, des points que vous voulez qu'on approfondisse aujourd'hui, à l'inscrire directement dans cet onglet-là et on y répondra à la fin s'il y en a. C'est parti. C'est parti. Est-ce que déjà dans le chat, vous pouvez juste nous mettre si vous entendez bien, si tout se passe bien peut-être? Parce que c'est assez perturbant. On parle sans vous voir. Un petit pouce. Ah, il y a Clément, Stéphanie, super. Merci beaucoup, tout est OK. Merci. Donc, on va commencer par peut-être redéfinir le bien-être au travail pour poser le contexte avant de pouvoir développer ensemble. Selon toi, pourquoi on a tant de mal à le définir aujourd'hui et toi, comment tu le définirais? Alors, on va avoir beaucoup de mal à le définir aujourd'hui parce que c'est un concept qui a évolué dans le temps et c'est un peu un concept aujourd'hui qu'on pourrait dire fourre-tout. C'est un concept qui a évolué dans le temps dans le sens où, que ce soit encore avant, dans les années 50, le concept de bien-être au travail, c'était surtout la qualité de vie au niveau ergonomie ou psychologie sociale. C'est-à-dire que le lieu, les conditions de travail, voilà, vraiment est respecté. Et c'est par la suite qu'on a commencé à faire évoluer le concept. Une fois que toutes ces cases, entre guillemets, étaient cochées, on a commencé à parler d'épanouissement personnel. Mais ça va être quelque chose qui va être plus issu donc, de la psychologie, la psychologie positive de Maslow, qui est que l'individu, finalement, une fois qu'il a ses premiers principes de base qui vont être comblés, entre guillemets, va chercher à donner du sens à ce qu'il fait, va chercher à une forme d'épanouissement personnel. Donc, c'est fourre-tout parce que c'est un terme qu'on a gardé au fil des années, mais dont on a fait évoluer. Et dans la définition que l'OMS donne aujourd'hui, il y a cette notion qui a été d'épanouissement personnel qui a été rajoutée. Au-delà des conditions de travail physique, mentale, de l'ergonomie du mobilier, ce genre de choses. Et toi, est-ce que tu constates un écart entre ce que les salariés attendent au quotidien et du coup ce que les entreprises offrent ou pensent offrir? Parce qu'il y a aussi des fois des différences entre la perception. Alors ça, c'est une bonne question parce que évidemment, ça va dépendre de toutes les personnes. Mais il y a eu un moment, je ne sais pas si vous avez remarqué, un grand boom de tout ce qui revient de ces entreprises de la tech. Où on mettait donc une salle de jeu, on mettait après même une nurserie pour le fameux baby-foot dans la salle de pause. Voilà, alors qu'avant, il n'y avait que la machine à café aux boissons fraîches. Donc, il y a eu ce côté-là, mais qui était surtout la notion de bien-être au travail qui définissait par vous n'avez plus besoin de quitter le travail, vous pouvez tout faire sur place, donc salle de sport, machin. Mais ça, c'est pour les plus grandes entreprises. Il y a un écart, oui et non, puisqu'il y a des normes qui sont posées obligatoires, donc de sécurité et de faire attention au travail. Il va y avoir un écart entre ce que pense proposer l'entreprise et ce que va ressentir personnellement l'employé ou le manager, des choses comme ça. Mais ça va être au cas par cas. Oui, parce que justement, aujourd'hui, on voit dans les retours, dans les articles, que le baby-foot dans la salle de poste, justement, on en parlait, et il ne suffit plus que, certes, avoir une souris ergonomique et un siège et avoir l'écran surélevé, c'est chouette, mais il y a une recherche de sens dans le travail d'aujourd'hui,
Et d'équilibre aussi, vie pro, vie perso, qui est très important. Oui, en fait, presque la souris ergonomique, maintenant, c'est devenu comme la base. Enfin, c'est-à-dire, c'est presque pas une norme, mais je veux dire, c'est la base. On est obligé de prendre soin de notre santé, comme on avait tout ce qui était la tenue de sécurité quand on allait travailler. Mais là, on s'égare. Ce que je veux dire, en fait, c'est que il faut là aussi suivre cette évolution historique. À un moment, on allait travailler pour gagner suffisamment d'argent pour nourrir son foyer. Il y a eu un moment où les choses ont un peu bougé. C'est encore le cas, évidemment. Mais il y a des personnes qui vont avoir des aspirations personnelles de développement intellectuel, émotionnel et aussi promotionnel dans leur vie. Et c'est ce qu'on appelle la fameuse quête de sens. Et ça, on le verra par la suite dans tes questions, je pense. Mais c'est ça qui va être important, c'est que si l'individu va évoluer lui-même au sein de sa propre entreprise, selon les événements qu'il va vivre dans sa vie ou quoi que ce soit. Et qu'on lui propose des perspectives pour ça aussi, voilà. Ce que les boîtes ne font peut-être pas toujours. Voilà, ou alors il y a un effet plafond, c'est-à-dire que tu peux travailler très fort, mais tu vas monter à un effet où à un moment, tu dis non, ton salaire n'augmentera pas et tes missions n'augmenteront pas et ça ne va pas changer. Donc pour certaines personnes, ça convient, là où pour d'autres, d'entrée de jeu, c'est déjà assez suffocant. Et du coup, si tu nous donnais 3 indicateurs concrets pour toi de bien-être au travail aujourd'hui, quels seraient-ils? L'enthousiasme, la productivité et l'envie de travailler, malgré qu'il peut y avoir des bumps, mais on voit l'enthousiasme, c'est ta façon d'arriver, de se présenter, d'être au travail, même s'il y a des moments de rush, même s'il y a des moments difficiles, même s'il y a des missions parfois qui s'étendent sur 1 an ou 2, et tant qu'on n'a pas fini la mission, on ne peut pas être pleinement satisfait, ça va être l'enthousiasme et l'envie de venir. Et on va le voir physiquement, mentalement, des personnes souriantes, ça paraît vraiment très obvious ce que je suis en train de dire, mais c'est vrai. On va voir à la personne comment elle est, son implication aussi sur le long terme, son envie, le fait qu'elle puisse prendre la parole, proposer des choses, revenir sur certaines choses. Donc, c'est vraiment l'enthousiasme aussi de la personne au travail. Et ça, chaque personne est différente, et d'où l'importance qu'on soit en tant que salarié là ou en tant que manager, mais de provoquer du coup des réunions régulières pour faire remonter les informations, parce que effectivement, une personne ne va pas accueillir. On va parler du coup reconnaissance là, parce que ça fait partie aussi de. C'est un gros levier de cet épanouissement et d'envie d'aller plus loin. Pourquoi on a encore du mal à valoriser les efforts au quotidien? Alors, certains managers vont le faire avec plaisir. Chez d'autres, ça va être plus compliqué. Alors, ce qu'on va dire, valoriser les efforts au quotidien, déjà, il faudrait définir ce que c'est valorisation. Et parce que valorisation, ça peut être une valorisation en termes de salaire, une valorisation en termes de compliments, ou une valorisation aussi en termes de je te vois, je vois ce que tu fais, comment tu le fais. Valoriser quotidiennement, là, je parlerai plus de feedback. Parce qu'en fait, à un moment, il ne faut pas que ça devienne creux, la valorisation. Et il y a vraiment des missions, des fois, où pendant 2-3 mois, voire plus, tu es dans le dur, les chiffres ne sont pas là, les données ne sont pas là, et en fait, il ne faut pas lâcher. On va se dire, c'est bien ce que tu fais, voilà. Ça n'a pas trop de valeur. Par contre, la valorisation, ça peut être que la personne, à un moment, elle vous dit, voilà, là, tu es à fond, tu es au taquet sur le projet, mais là, je suis désolée, pour une raison personnelle, je dois m'absenter ou ne pas être là. Là, dire, OK, c'est OK. C'est une forme aussi de valorisation. Je reconnais que tu travailles beaucoup et qu'en fait, là, tu as autre chose dans ta vie, à côté de ta vie professionnelle qui te demande. Moi, j'ai confiance en toi, je sais comment tu bosses, c'est OK, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que s'opposer à ça, la personne va rester, mais elle va être beaucoup moins performante que si du coup, elle a eu cet espace de temps pour souffler, reprendre sa respiration et pour pouvoir derrière… Et là encore, ça va être du cas par cas. C'est-à-dire qu'en fait… par exemple, là, je travaillais avec une personne qui rentre dans une entreprise et elle dit direct avant de signer le contrat, par contre, j'ai un projet d'enfant. Donc, c'est une femme de 32 ans. Et donc, c'était un poste vraiment qu'elle convoitait depuis longtemps. Il y avait eu des chasseurs de tête. Donc, en plus, elle avait été prise pour le poste. Et elle se dit… Honnêteté, transparence, je vais le dire direct. Voilà. Et en fait, tout de suite, le dirigeant d'entreprise dit, c'est super, nous aussi, on a tous des enfants. Et donc, c'est OK. Et là, chez cette personne, elle me disait tout de suite, il y a eu quelque chose. Donc, vraiment pas. Donc, du coup, je vais pouvoir abuser ou je vais m'en servir. C'est tout de suite, OK, l'entreprise dans laquelle je suis tient compte de ça. C'est quelque chose qui compte pour moi. Là, il y a une forme de valorisation. Et c'est pas juste, c'est bien, c'est parfait ce que vous faites. Oui. C'est quand même assez exemplaire, je pense, comme réaction. Parce que la place de la femme en entreprise, elle n'est pas toujours facile. Oui. Parce que du coup, effectivement, congé maternité, c'est la femme qui prend plus. Et puis, enfant malade, une fois sur deux, c'est plus… c'est pas une fois sur deux, justement. Alors, ça, c'est vrai. Mais du coup, je me suis renseignée. La personne était… Donc, le directeur est une personne qui doit avoir, je crois, 57 ou 58 ans. Donc c'est un homme d'une génération autre et qui… je pense qu'il y avait quelque chose de l'ordre de l'expérience, qui en a vu plusieurs fois passer, qui s'est dit que ça ne sert à rien d'aller contre et que finalement, une personne qui est entendue aussi dans ses projets personnels, finalement, ça fait un élément… à mon avis, pour moi, c'est aidant en tous les cas.
Ouais, puis d'avoir un profil qui se montre aussi honnête et transparent. Et je trouve que ça montre les valeurs de l'humain. Voilà. Et donc, Ouais. c'est là, quand on parle de bien-être au travail, c'est le mot, en fait, qui est comme, c'est un peu, c'est ça qui est, c'est le mot qui nous dessert aujourd'hui, c'est plutôt cette notion, voilà, de comment tu te situes dans ton environnement de travail et c'est comment tout le monde agit. Puisque finalement, tu peux aussi avoir la directrice ou la manager qui, à un moment, a autre chose et elle aussi, comment va valoriser tous les jours ce qu'elle fait. Parce que c'est toujours assez old school, c'est-à-dire que c'est assez descendant. C'est le manager qui doit valoriser, en fait, la personne, un peu comme le prof qui valorise l'élève. Alors qu'en fait, un peu infantilisant, du coup. et voilà. Et à côté, moi, je sais, je donne des bons points. Alors que franchement, demander aux managers s'ils sont valorisés, il y en a plein qui disent oui, enfin bon, oui, c'est les résultats à la fin de l'année, ou le fait que les employés restent. Mais en fait, ça reste un être humain et lui aussi a besoin de, voilà, sur telle ou telle chose. J'aime beaucoup comment tu travailles, j'aime travailler avec toi et pas avec quelqu'un d'autre pour ton management, tout ce genre de choses. Ouais. Donc en fait, bon, il y a besoin de cette hiérarchie, surtout dans les grosses boîtes. Tu as forcément du coup des juniors, des seniors, et que, du coup, l'expérience du senior en tant que manager, il va te diriger. Mais la conclusion, ça serait vraiment de plus communiquer, de rajouter plus d'humains plutôt que de faire des cases à cocher. Et tiens, je les remercie aujourd'hui, bah, c'est bon. En fait, ce que tu dis, là, la case à cocher, elle vient encore une fois en retard. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a eu tout un mouvement sur le management positif ou le management qui venait de ces études de psychologie. Valorisez vos équipes, faites-leur des feedbacks et vous aurez un meilleur résultat. Mais il faut que le feedback, c'est comme tout. Si j'arrive et que je dis qu'est-ce que tu es belle, mais avec un son creux, il y a un moment, tu dis oui, merci, on va passer à autre chose. Si quelqu'un te regarde, oh, qu'est-ce que tu es belle. Et là, tu vas le prendre différemment parce que tu sentiras, même si c'est un enfant, que c'est très touchant et tout. Tu vois ou pas? Ça rejoint la recherche de sens. La quête de sens. C'est ça. C'est ça. Et c'est vraiment important. Donc, en fait, il faut prendre. Il faut voir le bien-être au travail comme un écosystème. C'est-à-dire que je peux être bien dans ma ville, mais il y aura des jours de tempête, il y aura des jours de pollution, il y aura des jours de bouchons. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas accès à la culture et je n'ai pas accès à la mer, par exemple, parce que là, on est sur Montpellier. Donc, c'est un écosystème, il faut prendre plus vaste. Le bien-être au travail, ce n'est pas tous les jours, je reviens, je suis super heureuse. C'est, je me sens bien, je me sens en confiance, je me sens valorisée et intellectuellement, émotionnellement ou même physiquement, selon les postes, je sens que je suis encore stimulée. Oui, complètement. Je suis d'accord. Et je pense aussi, quand on parlait de laisser de la liberté sur le temps perso pour que les personnes ne reviennent plus. Je pense que cette personne-là, demain, on lui demande de rester plus tard, on a un rush, il faut terminer ce dossier. C'est dans les deux sens. Après, ça se transforme en relation. Oui, alors ça, c'est vrai que je n'ai pas répondu sur ce que tu as dit sur ça, Yana. Après, ça va aussi dépendre de la personnalité de la personne, parce qu'il y en a qui veulent des postes où c'est vraiment 9h-17h, et à 17h, hop, je switch à autre chose, parce que dans ma vie pro, je ne peux pas faire entrer ma vie perso, donc je switch sur autre chose. Quand il y a plus d'engagement de la part de la personne, oui, en effet, si tu lui dis, OK, là, évidemment, tu peux partir plus tôt pour telle autre chose, ou je comprends, par exemple, tu me demandes de venir me parler plutôt à 18h parce que tu as un problème sur le travail, moi aussi, je vais être plus apte à être ouvert à discuter avec toi, même en dehors ou juste à la fin du travail. C'est une autre thématique, faire rentrer la vie perso et pro. Tu veux qu'on rebondisse tout de suite là-dessus? On peut développer plus tard. Hein. Non, mais c'est comme tu veux. C'est parce que c'est, en fait, selon moi, nous, on fait la différence entre vie perso et vie pro. Oui. Mais quand tu y réfléchis, c'est la même personne, nous, en l'occurrence, qui va juste faire valoir différentes facettes de soi selon le milieu. Mais si je suis mal personnellement, si je traverse un truc challengeant personnellement, il y a de fortes chances que je l'emmène au travail. Et l'autre chose, donc c'est aussi ça, l'équilibre vie perso-pro, c'est aussi plutôt, moi j'aime pas trop la notion d'équilibre, genre tout est à égalité, mais il y a des moments, il y a des rushs, et à la maison, les personnes doivent le comprendre. Et comme il y a un moment aussi, il y a des moments au travail, j'ai besoin aussi d'être bien dans ma famille, j'ai besoin d'avoir du temps pour ma famille, par exemple, si famille, j'ai besoin du temps pour mes projets perso et tout. Mais c'est pas une notion d'équilibre 50-50, c'est impossible. Enfin, ça dépend le travail, mais c'est impossible. Moi, j'ai des périodes de rush, de saisonnalité, et j'ai d'autres périodes où je peux plus m'occuper d'autres choses dans ma tête. Il faut apprendre peut-être à les connaître et du coup à prévenir aussi son entourage et son pro aussi pour ça, pour réussir à conjuguer le tout. Exactement. Et là, tu rentres dans le vif du sujet qui est, est-ce qu'on peut connaître chaque personne de son entourage pro? Si par exemple, tu prépares un Ironman et que moi, je suis ta directrice, je sais qu'à un moment, tes entraînements vont te demander beaucoup de temps, plus de récupération et donc c'est un flux tendu, mais ça peut rentrer tout à fait dans la thématique
du travail. Je ne sais pas si tu prépares un Ironman, mais tu vois ce que je veux dire. Pourquoi Ça pas. peut Un arriver. Aerox. Voilà. Mais en plus, c'est marrant de dériver sur le sport parce que jusqu'à présent, quand on parlait tant, les exemples qu'on a donnés d'avoir du temps sur le pro pour le perso, c'était plus des soucis. J'ai cité les enfants malades. Mais dans les trucs positifs aussi, le sport va nous aider à être mieux dans notre tête et du coup à être beaucoup plus performant aussi. Donc l'entreprise, il y a aussi son intérêt là-dedans. Il y a mieux dans notre tête et il y a aussi, enfin, je veux dire, c'est plus à prouver, mais il n'y a pas mieux qu'une activité physique pour gérer le taux de stress. Et donc, ça peut être juste marcher 1 heure ou aller, il y en a, ils adorent se baigner très tôt le matin ou faire du vélo, faire de la gym ou faire ce qu'on veut. C'est pas forcément 1 heure de sport dans la semaine, c'est aussi avoir cette activité physique presque. Enfin, moi, je suis une fervente de ça, donc au quotidien, pour aussi gérer le stress, ça va avoir une influence sur l'appétit, ça va avoir une influence sur le sommeil, ça va avoir une influence aussi sur la façon de se tenir, sur notre respiration, sur notre souffle. Oui. Donc, c'est important. Et donc, je me souviens d'une entreprise, c'était une directrice qui avait fait installer dans son bureau, vous savez, c'est un engin debout où tu réponds aux mails et tu marches. Ouais. Je trouvais ça génial. C'est une femme qui a quoi, 45, 46 ans. Et ben, le problème, c'est qu'elle arrivait dans une entreprise, donc elle venait de prendre le poste en tant que directrice, elle a changé ça et toute l'équipe se moquait d'elle. Et je trouvais ça fort dommage, alors qu'elle a expliqué que avec son temps, elle ne pouvait pas forcément faire de sport, donc elle avait installé ça dans son bureau. Et ça a mis du temps, mais genre 1 an et demi avant que ça y est, ça commence à arrêter d'être une private joke entre les employés, que la directrice répondait à ses mails en marchant. Et la question, c'est est-ce que d'autres s'y sont mis? Oui, mais voilà. ça a été, c'était pourtant une population jeune, plus jeune qu'elle, 30 ans. C'était juste, et je trouvais ça bizarre. Je trouvais ça assez étrange. Alors que bon, du coup, cette personne, au bout d'un moment, ça change. Ouais, mais du coup, cette directrice, au bout d'un moment, elle a instauré que le samedi, dimanche, en gros, elle n'était pas là, pas trop joignable à part en cas de crise, parce qu'elle allait faire son sport et que là, il fallait pas lui. Voilà, fallait pas l'intervenir, du coup. Mais parce qu'on ne fait pas confiance, je pense, et on se dit, si elle fait autre chose en même temps, elle ne va pas le faire bien. Et du coup, la confiance, c'est un autre gros sujet dans la qualité du travail, dans la reconnaissance. Et est-ce que tu dirais que la confiance, elle se donne ou elle se construit pour un salarié Eh bien, moi, je pense que c'est les deux. C'est que ça veut comme avec un enfant. Tu vas lui faire confiance pour qu'il montre progressivement qu'on peut lui faire confiance. Ça s'acquiert. Ça s'acquiert. Ça s'acquiert avec respect. Et en plus, comme on dit, la confiance, c'est 10 ans à être gagné, 10 secondes à être perdu. Enfin, dans le boulot, selon. Mais c'est important. Moi, je suis une personne, par exemple, si on me dit ta carte blanche, je vais encore être encore plus professionnelle, encore plus précise que si on me micromanage. Oui. Avec une tension, genre, bon, il ne faut pas non plus, genre, totale confiance parce qu'en fait, tu as besoin d'être supervisé, mais je pense que. Le micromanagement, ça n'a jamais fait ses preuves d'être derrière, surtout Oui, en fait, tout plein de sujets. Et de ça, est-ce que ça a été fait Du coup, la personne ne prend aucune initiative. Et la question, c'est de savoir sur quoi tu vas faire confiance. Et la question est de savoir pourquoi, par exemple, la direction et le management ne fait pas confiance ou ne veut pas faire confiance. Et là, ça va être plusieurs thématiques. Soit ça va vraiment être un management très horizontal, donc très paternaliste, tu fais ce que je te dis de faire et voilà. Soit ça va être un management plus... J'ai besoin que tu prennes des initiatives rapidement, donc oui, je te fais confiance et après, on fait des feedbacks et des retours. C'est un vaste sujet, ça aussi. Et ça dépend de la personnalité et de la psychologie des individus. Il y en a, ils n'aiment pas qu'on leur fasse trop confiance d'un coup, ça fait un espace trop vaste, ils préfèrent avoir vraiment des tâches fixes. Et il y en a d'autres, tu dis carte blanche et ça y est, ça devient hyper créatif. Et là, on parle d'un manager vers le salarié, mais il faut aussi que le salarié fasse confiance à son manager, que le manager soit inspirant, soit pour qu'il donne envie, tu as envie de te dépasser aussi. Ça, c'est très juste. Et en fait, il faudrait aussi c'est à promouvoir la confiance envers un manager, parce que parfois aussi, ils ont une vision beaucoup plus globale que les différentes personnes. Donc, cette confiance, c'est aussi, il a la big picture, il a la perspective, il sait où il va. Mais pour avoir confiance en ta direction, il faut qu'elle soit, selon toi, digne de confiance. Donc, c'est pareil, c'est quelque chose qui va se gagner avec le temps. Mais de toute façon, la confiance, c'est l'huile qui va faire tous les rouages, dans tous les sens. Si tu n'as pas confiance, si tu commences à être méfiant, si tu commences à douter même de qui va être à la direction, tu finis par te poser des questions presque... Oui. Après, tu dis la direction, elle a la vision. Je pense aussi que pour avoir confiance, il faut transmettre cette vision pour dire à tout le monde, t'embarques dans le bateau, en fait, là, on est là, voilà la direction qu'on comprend. Dans 1 an, on veut aller là, dans 5 ans, on veut aller là, et on y va ensemble.
tout à fait. Que tout le monde ait cette vision aussi. Voilà, et c'est pour ça important. qu'on en parle et qu'on dit on fait une réunion chaque semaine. Voilà les chiffres aussi, être transparent sur les résultats. Genre s'il y a banqueroute, bon bah les gars, il y a banqueroute et il va falloir se relever. S'il y a hausse, bah là c'est super, donc on y va. Mais donc il y a cette notion-là. La confiance, elle se gagne. Enfin, on prend. Quand j'ai des questions comme ça, je prends la base de la base. Comment est-ce que je peux dire que j'ai confiance en ma meilleure amie? Ben, tout simplement parce qu'elle a été transparente, que au cours du temps, elle m'a montré qu'elle était digne de confiance. Et donc c'est pareil. Donc, Complètement. mais c'est essentiel. Et du coup, on y revient. Au final, l'argent, vous pouvez aussi réagir dans le chat ou quoi, mais l'argent n'est plus tellement un facteur si important dans la qualité de vie au travail et dans la motivation quotidienne. Alors là, tu soulèves un sujet qui est dans les études, on parle de motivation intrinsèque et motivation extrinsèque. Et la motivation, il y en a qui sont motivés parce que l'extrinsèque, c'est la médaille, le résultat, la performance. Pour faire très simple, parce que les études le développent plus. Intrinsèque, c'est qu'est-ce que ça m'apporte à moi, comment je peux me développer moi, comment je peux faire mieux ou différemment. Il y a des personnalités qui fonctionnent à la récompense, réellement. Les gros bonus de fin d'année, la ligne en signature, il y a des personnalités. Donc là, le bonus, donc notamment le salaire, va avoir un effet de levier très important. Parce que le bonus va être ciblé, va être identifié comme ma valeur. Si je fais 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, ça veut dire que je vaux 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 au travail. Il y a d'autres personnalités qui ne s'attachent pas tant à ça. Mais comme on en parlait en off, encore une fois, il faut définir quand même à partir de quel salaire l'augmentation n'est pas si significative. Il y a un moment, si tu... Il y a une étude qui nous disait que le palier était quand même assez élevé, à partir de 3 800 €. Oui. C'était 4 000 $ à première vue. À partir de 4 000 $, c'est déjà beaucoup. Ça peut paraître significatif aujourd'hui. C'est plus forcément... en fait, si on va augmenter, tu vas être content un mois, 2 mois, mais après, ton niveau de base de joie ou d'enthousiasme va revenir au niveau qu'il était avant. C'est plus un levier vraiment de motivation. Donc, en fait, ce qui pourrait être intéressant, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est plus un intéressement sur le chiffre d'affaires. Donc, c'est pour ça que de plus en plus, on donne des parts de l'entreprise, des actions. Mais l'autre jour, je disais un truc qui était très intéressant sur Sam Altman, qui a créé OpenAI et ChatGPT. Il disait qu'à un moment, ils payaient les personnes donc en actions au tout début, donc quand ce n'était pas connu, vers 2015, je crois, et en bitcoins. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui ont préféré aller avec lui, quitte à diviser leur salaire par 3, pour le côté on mène une aventure qui a du sens, une épopée, on est pionnier dans quelque chose. Et on avait vu ça aussi chez Apple. C'est-à-dire que Steve Jobs, avec son charisme, travaillait beaucoup sur on est des pirates, on va changer le monde plutôt que les gars, vous allez me faire 3 000 € par mois ou 3 000 $ par mois. Et on voit que ça peut être selon certaines personnalités, si c'est bien fait, c'est un grand, grand levier. Après, pour le coup, on parlait de confiance et de managers qui inspirent. Là, pour le coup, Steve Jobs, je pense qu'on était là-dedans. On était là-dedans. Je pense que Sam Altman a sa façon aussi. Puis ils ont des discours très bien. Pour une personne qui a, entre guillemets, envie de changer le monde ou qui a envie de faire de sa carrière ou de sa vie quelque chose de très, très significatif, ils ont les mots, ils sont connus pour ça. Ouais. Et donc, mais bon voilà, quand je dis un salaire d'OpenAI divisé par 3, on reste quand même sur un gros salaire, on n'est pas sur le SMIC. Oui. Et il y a Clément qui soulève un point important aussi, on parle plus de justice là du coup, parce qu'il disait le salaire pas forcément, mais les différences de salaire entre les personnes qui ont le même poste peuvent jouer sur la qualité de vie au travail. Tout à fait. Là, on joue complètement sur la confiance, sur la notion d'injustice, sur l'incompréhension. Et on voyait ça beaucoup aussi avec les thèmes hommes-femmes. Un poste égal, à tâche égale, à fonction égale, les femmes étaient moins bien payées. Il y a donc du coup une perte de motivation, ça c'est sûr. Et du coup, ça rejoint quand on dit vision transparente, c'est aussi honnêteté et transparence sur ces aspects-là dans la société, et de dire, de proposer aussi des grilles de salaire, et en disant du coup, à ce poste-là, vous êtes là, mais ça fait aussi c'est pas juste la carotte, c'est se dire j'ai la possibilité de m'épanouir et de m'améliorer. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait, parce que ça serait franchement se mentir que dire non, moi je travaille pour la gloire, l'argent je m'en fous. C'est toujours pareil, c'est selon après un certain seuil. Une fois qu'on se sent en sécurité, on va dire financièrement, personnellement, là ça devient plus un gars, mais on peut se sentir en sécurité qu'à beaucoup, donc oui. Mais ceci dit, quand même, toutes les études actuelles, donc bien sûr, justice être payé de la même manière, mais montrent que les jeunes, on dit les jeunes comme si on n'était plus jeunes, mais qu'aujourd'hui, c'est vraiment plus le levier premier qu'en entretien. Le premier truc avant, alors bien sûr, on a tous besoin de manger à la fin du mois et d'avoir quelque chose qui est convenable par rapport au travail engagé, mais que c'est vraiment la quête de sens qui ressort en premier. C'est pourquoi, quelles seront mes missions et pourquoi.
quel va être mon rôle Oui, alors, pour définir les jeunes, on va dire moins de 30 ans aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est cette génération qui fait de moins en moins d'études longues, à part pour celles qui nécessitent, donc, comme médecine ou quoi que ce soit, d'aller plus vite. En fait, c'est moins ça là parce qu'ils ont cette tendance à penser que si ça leur convient pas, de toute façon, ils seront mobiles, ils vont bouger. Et il y a la quête de sens, mais il y a aussi je veux faire ce que j'ai envie de faire dans ma vie perso à côté. Ça, c'était quelque chose qui est, et c'est pas, donc les 5 semaines de congés payés par an, ça c'est mort, enfin, c'est des choses qui leur passent pas du tout. C'est encore une fois, pas faire de généralité, mais j'ai encore quand même, je travaille avec des personnes qui ont moins de 30 ans, il y en a pour qui, dans certaines entreprises, le salaire est comme ça revient à la note quand on était plus jeune. 18/20, ça n'est pas 9/20 en maths, et il y en a qui ont besoin du 18/20 en maths, donc pour se dire qu'ils sont bons. Donc là, pour eux, même pour certains jeunes, comme on dit, le salaire a quand même son importance. Mais en fait, les personnes aujourd'hui ont cette notion, les plus jeunes ont cette notion de mobilité, que si ça leur plaît pas là, ils bougeront là, à un autre endroit, parce qu'ils ont été éduqués comme ça. Tu leur dis: «Tu vas rentrer à 22 ans et tu finiras à la retraite», ça crée une crise d'angoisse. Une crise de panique. oui. Mon Dieu, 40 ans au même endroit, On a c'est besoin de très. mobilité. Là Ouais. où, effectivement, mes grands-parents ont fait 40 ans, voire Et ils plus étaient dans contents. le... Eh oui, très heureux. Et il y avait des boîtes comme EDF, GDF, ils m'en parlaient, parce que je travaillais à un moment, quand tu étais embauché, tu faisais toute ta vie, tu pouvais rentrer tes enfants et tout. Et là, le directeur qui me parlait, donc dans cette entreprise d'énergie, me dit: «C'est un vrai problème parce qu'en fait, avec cette vieille loi, entre guillemets, on ne peut plus non plus congédier, ne pas embaucher. Donc, il va faire rentrer son fils qui ne mérite pas forcément, qui bosse pas forcément à fond, et tu le prends parce qu'il y avait cette loi sur la famille.» Acquis, et du coup, ouais. Donc, c'était sur génération. En plus, tu allais rester 40 ans dans ton poste, mais ça allait en plus vers une autre génération. C'est un truc impensable quasiment aujourd'hui. Et en plus, on ne peut quasiment pas. Et du coup, quelles alternatives tu as vues, tu as pu constater dans des entreprises pour, du coup, valoriser autrement que par le salaire? Moi, je pense que c'est la connaissance. Est-ce que les individus ne se sentent pas un numéro ou perdus dans une masse? Donc, il y a une forme de... Alors, on n'est pas obligé de fêter le baptême du petit ensemble ou Noël, ou faire des apéros tous les soirs, mais qu'on connaisse quand même la personne. Qu'on arrive à savoir un peu quels sont ses projets, comment elle voit un peu les choses, et aussi sa personnalité et sa psychologie. Il y a des personnes qui ont besoin d'être plutôt réservées, isolées, ça va très bien. D'autres qui ont besoin d'un moment de gloire, ou qui ont besoin à un moment qu'on leur donne des challenges. Donc, ça va être plutôt à ce niveau-là. D'où l'importance pour le manager aussi de se former sur la reconnaissance de ses profils, parce que effectivement, c'est pas des numéros, et ce que tu appliques pour la personne A, tu peux pas forcément l'appliquer pour... Et ça tout le demande d'observer beaucoup en fait son équipe, de comprendre comment elle fonctionne, d'observer aussi les aléas, parce qu'on dit tous, quand on arrive au travail, on met notre masque du travail aussi. On ne va pas arriver tout larmoyant, tout fatigué, ne serait-ce qu'on arrive. Donc, il faut aussi avoir cette notion de confiance, de voilà. Et dans cette gestion de la vie pro et perso, qu'est-ce que tu penses de la semaine des 4 jours? Parfait. C'est difficilement applicable à toutes les entreprises, mais... En fait, je pense que ce n'est pas toutes les semaines qui sont des semaines de 4 jours. Parce que, encore une fois, moi, je pense que là aussi, il faut savoir qu'on fait des généralités, ça dépend des entreprises, du corps de métier et tout. Donc, il faut nous excuser en fait de ces généralités ici. Mais je pense qu'il peut y avoir, oui, des semaines de 4 jours, des saisonnalités. C'est-à-dire que moi, je suis plutôt à la tâche ou au projet. Parce que j'ai des personnes aussi qui, bon, franchement, il y a peut-être 15 heures dans la semaine où, bon, c'est pas qu'elles font rien, mais pas loin, quoi, quand même, elles sont tranquilles. Donc, et voilà. Le présentéisme. Voilà. Ouais. Et c'est comme, je lisais aussi un article là, que je trouvais intéressant, ça se fait de moins en moins, les réunions, réunions de 9 à 10. En fait, si à 9h18, on a tout dit, 9h18, tout le monde s'en va. Et c'est mieux, on peut faire ça de façon devant l'ascenseur ou je sais quoi. Alors qu'avant, 9h-10h, il y avait la réunion, et on se rend compte qu'à écart, tout le monde était sur son portable ou sur son truc, en train d'envoyer un message, en train de se dire, bon. Donc, la semaine de 4 jours, mais oui, très bien, parce qu'en fait, je pense que l'individu se sentira mieux, plus de sport, plus peut-être de moments à côté. Et je pense qu'il y a des gens qui ne voudront pas de la semaine de 4 jours. Oui, le laisser un peu libre, en fait, même quand on fait les heures d'été, par exemple, laisser quelque chose d'assez libre. Je pense qu'il y a des individus qui ont envie d'être au travail 5 jours semaine, qui ont besoin de ça, parce que sinon, justement, à côté, oui, parce qu'il faut voir aussi que certaines personnes peuvent être en difficulté dans le perso, et que ça peut être à l'inverse leur refuge en entreprise, et de pas non plus trop... Et c'est là où, du coup, s'adapter et connaître chaque individu. Après, je ne sais pas si dans une même entreprise à poste égal, on peut faire la notion de, toi, oui, et toi, non. C'est pour ça que moi, je suis plus pour le travail à la tâche ou à la mission.
Et donc, du coup, il peut y avoir 2 vitesses selon les personnes, mais qui se justifient par là, on a résolu la mission, on a résolu la tâche. Moi, j'ai pris 5 jours, moi, je prends 4 parce que là, je travaille un peu plus, je suis à fond, mais voilà. Et nous, du coup, s'il faut partager des bonnes pratiques, Tiffany, tu peux témoigner, mais on a instauré les Freelancing Day, donc en plus des semaines, des jours de congés payés déjà prévus, pour les collaborateurs dans la boîte qui ont un side project. Donc, ça peut être un statut d'auto-entrepreneur avec une autre mission, ou ça peut être... on a une autre collaboratrice qui est très investie sur un trek, le trek Elle Marche, pour faire un peu de pub, un trek solidaire au Maroc. Et du coup, d'avoir des jours en plus dans l'année pour se consacrer à ce projet-là. Ça permet aussi, quand une société ne peut pas forcément augmenter, de pouvoir à côté, que le salarié puisse plus facilement avoir du temps pour avoir son projet à côté. Mais ça, c'est excellent dans le sens aussi où ça autorise l'individu à ne pas avoir que cette entreprise comme point de focus. C'est-à-dire qu'il y a aussi cette notion de confiance et que de développer des compétences annexes, ça vient aussi enrichir l'entreprise. Complètement. Mais il y a c'est les 1 an de... Enfin, si tu peux prendre un congé sans solde aussi, où là, il y a des personnes développées... certaines compétences. Il y a des entreprises, pareil, aux États-Unis, où c'est obligatoire le freelancing. Tu dois développer un projet à côté. Oui, parce que ça t'ouvre l'esprit. Voilà, et tu le présentes, un peu comme quand tu es enseignant-chercheur, tu es enseignant à l'université, mais tu continues ta recherche à côté. Tu dois tes heures d'articles, de recherche, et t'enseignes à côté. Bon, encore faut-il après laisser du temps pour ça, parce que si c'est pour mettre la tête encore plus comme ça, il faut trouver que tout le monde en burn-out, c'est pas non plus... Et du coup, oui, on parlait de ces personnes-là qui aussi peuvent être mal dans le perso et donc d'être bien à l'écoute de ça. On peut enchaîner parce que dans la qualité de vie au travail, on a parlé de positif, mais il y a aussi des personnes qui peuvent être dans le mal-être. Quels sont les signaux faibles qu'on ne voit pas forcément dans une équipe Moi, je pense le manque d'enthousiasme. Quand une personne commence à s'éteindre doucement, même si c'est une personne réservée, pudique ou qu'elle n'était pas forcément... c'est le manque d'enthousiasme et le manque, du coup, qui va faire un manque d'intérêt, un manque d'énergie générale, intellectuelle, physique. Côté un peu blasé. Et un côté aussi, quand tu demandes comment ça va, et puis qu'il passe tout de suite à autre chose, c'est-à-dire que pas envie de s'éteindre là-dessus. Mais je parlerai vraiment du manque d'enthousiasme, l'envie, l'énergie qu'on met dans un projet, même si on est quelqu'un de somme toute très, très peaceful, très, très calme. Mais le manque de ça, et des absences à répétition, des retards à répétition, un changement, des fois ça peut être une prise de poids ou une perte de poids, des fois c'est même la personne elle devient blanche et au bout d'un moment on finit par se dire mais ça va, et en fait elle dit bah voilà ce qui s'est passé pour moi dans le perso. Ça paraît hyper simple, mais en fait non, c'est des facteurs. Les humains, on arrive à voir quand quelqu'un est heureux, entre guillemets, ou quand quelqu'un est éteint. Donc, pour moi, c'est ça, les signaux faibles. Et du coup, parce que ça peut être souvent délicat, même si on le remarque, de trouver les mots, de ne pas brusquer la personne, de ne pas vouloir se montrer intrusif aussi. Qu'est-ce que peut faire un collègue sans être forcément manager face à une situation de souffrance au travail? Alors, déjà, essayer de parler, communiquer, ou en parler à quelqu'un qui pourra mieux communiquer, dans le sens où... souvent, quand on parle de burn-out, qui a été vraiment médicalement reconnu, on dit « Ah bah tiens, c'est bizarre, ça s'est passé presque du jour au lendemain. » Enfin, ah ça y est, on ne voit plus Marine. Alors qu'en fait, non, Marine, ça fait un petit moment qu'elle n'était pas bien, parce qu'elle n'a pas switché du jour au lendemain. Mais c'est qu'en fait, le burn-out, c'est vraiment, tu exploses un matin, tu ne te lèves pas, tu mets un arrêt supplémentaire. Donc, en fait, c'est en parler. Si la personne se ferme parce qu'en fait, des fois, elle n'a pas envie de partager, par exemple, je ne sais pas si c'est un divorce, une séparation amoureuse ou quelque chose qui peut être super challengeant et que tu n'as surtout pas envie qu'on en parle au travail, c'est quand même se renseigner ou voir si elle a envie de parler à quelqu'un ou voir si elle est soutenue et accompagnée. Mais ça, c'est un travail presque de l'ombre ou un peu de taupe et de voir au jour le jour et essayer d'ouvrir si on a envie la discussion là-dessus. Ou après, si le manager est confiant aussi, dire je pense que, bon, pour prendre le cas de Marine, je pense que Marine, elle ne va pas très bien, je ne sais pas si elle va bon, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, bah oui, bon, voilà, il y a ça, peut-être que c'est temporaire, mais au moins lui montrer qu'on voit qu'il y a quelque chose. Et si Marine s'oppose fermement et tient à sa confidentialité, bon, là, c'est rester discret aussi sur ça. Et tu as des conseils pour repérer une perte de sens chez soi aussi, ça peut être... Oui. Alors, oui, pour repérer... Pareil, ça va être le mot, le mantra de cette interview, ça va être l'enthousiasme. C'est-à-dire quand
savez, quand on est super... Si moi, on me réveille à 2 heures du matin pour me dire « Ouais, écoute, j'ai tel sujet de psychologie, tu peux m'en parler », je vais être un petit peu fatiguée, je vais aller me faire un thé ou quoi que ce soit, mais je vais avoir envie d'en parler. Si on me réveille à 2 heures du matin en me disant « Oui, tu sais qu'il y a un chat au fin fond de la savane », je dis « Écoute, ça peut attendre demain ». Donc, en fait, même si on est très fatigué, on a cet enthousiasme dans des choses dans lesquelles on donne du sens. Ça peut arriver d'avoir 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, même un mois où on se réveille, on a moins le move parce que c'est plus fatigant. Mais si on commence à se dire à quoi bon, ça ne sert à rien, ou c'est plus pour moi, bon, bah ça, c'est des signes quand même où à un moment on se dit bon, faut réfléchir. Il faut réfléchir assez rapidement. Faut rebondir assez rapidement. Il y a des questions que tu poses souvent et qui peuvent aider aussi. C'est, tu m'avais dit, si là, demain, on s'imagine, ma personne à 80 ans, comment j'aimerais me rappeler de moi à 34 ans là. Oui. Cette question, c'est l'exercice du rocking chair. Ça permet de penser un peu, c'est pas out of the box parce qu'on s'imagine être nous, mais... C'est ce qui fait que certaines personnes décident de quitter un projet, de quitter un couple ou de quitter quelque chose pour pouvoir se redonner la latitude. Parce qu'il faut savoir que dans l'environnement, on a souvent la tête dans le guidon. Et du coup, on n'arrive plus à dire « Ah oui, c'est vrai qu'il y a autre chose, autrement » et se rappeler aussi qu'est-ce qu'on voulait faire. Enfin, moi, je suis quelqu'un qui fonctionne à la passion, à l'enthousiasme. Donc, ce n'est pas toujours de la passion folle, mais si... quand je suis à l'université ou quand je coach, je crois en mon projet, je crois en mes personnes et j'ai besoin d'avoir cette énergie supplémentaire. Si j'y crois plus, alors oui, pour des questions sécuritaires, financières ou de changements qui peuvent être un peu bouleversants, bien sûr, je vais avoir des doutes, mais... Il faut quand même avoir ça, une ligne directrice et se rappeler pourquoi on fait ça. Exactement. Et si c'est possible que des fois, ça n'ait plus de sens pour nous, mais même dans l'environnement dans lequel on n'est pas les mêmes personnes à 20 ans qu'à 30 ans, 30 ans, 35, 35, 40. Et c'est OK. Enfin, je veux dire, si aujourd'hui encore on était comme à 15 ans, ça donnerait des drôles de trucs. Donc, c'est possible qu'à un moment, ça va donner sens et aujourd'hui, ça donne plus sens. Oui, mais c'est important de prendre le temps d'avoir ce recul-là et de réfléchir un peu comme ça parce que souvent, je ne sais pas vous qui êtes connectés, mais on est dans le quotidien, on enchaîne les journées, on enchaîne... Alors, c'est pas métro, boulot, dodo à Montpellier, mais presque, en fait, tout est segmenté et donc on agit presque de manière automatique comme un robot. Et donc d'essayer de temps en temps, quand c'est dur au quotidien et qu'on a perdu de l'enthousiasme, justement, d'essayer de se poser cette question-là. Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je l'ai fait? Voilà. Et parfois, on a l'énergie au travail, mais on n'a plus l'enthousiasme dans sa vie à côté. On est là tout à fait d'accord. On est là. Donc en fait, ce qui va être important aussi, c'est... un moment, c'est être capable aussi de reconnaître que ça a pu faire sens pour nous, mais que ça ne fait plus sens ou que la machine s'est emballée. C'est-à-dire que le rythme qui nous est demandé aujourd'hui n'est pas le rythme qui nous convient. Et c'est souvent difficile parce qu'on est un peu lancé comme sur une bicyclette et donc il faudrait rétro-pédaler et c'est compliqué. Ou souvent aussi, on a donné le change, donc on a montré aux personnes qu'on était capable de temps en temps. En fait, on a montré qu'on était capable de courir un sprint. Là où les autres, ils nous demandent de tenir sur un marathon. Et à un moment, c'est juste, non, j'en peux plus, je suis fatiguée, j'ai changé. Donc ça, si, c'est important d'accepter de changer, d'accepter qu'on a un rythme différent et d'accepter de l'exprimer. Et aussi, des fois, on n'en a pas parlé, mais des fois, on crée une entreprise, on a notre bébé, et puis un jour, ça y est, ça fait plus sens, c'est fait. Et vu qu'on a mis tellement d'énergie dedans qu'on n'ose pas en fait se désengager, alors que en fait, c'est plus mon truc. Mais surtout de ne pas le voir comme un échec, mais plutôt de se dire on évolue. Voilà. Et donc, Et tu parles dans les étapes d'une vie, mais on peut aussi évoluer, on en parlait un peu tout à l'heure, mais notre énergie et notre focus, il change aussi même au cours d'une année. Et quand tu parlais de marathon, essayer aussi d'anticiper ces périodes un peu de rush pour presque justement s'y préparer comme un marathon. Ou, je ne sais pas, 2 semaines avant sa période de rush, on évite de sortir jusqu'à 5 h du matin et rosée piscine. Exactement. Pour se préparer et avoir une meilleure énergie pour passer cette période-là. Et on sait que après, ça va redescendre, on va avoir plus de temps et d'accepter aussi que sur une année, même sur un mois. Et en plus, ce que tu soulèves, c'est très intéressant parce que notre niveau d'énergie va influencer sur tout ce qui va être physique et hormonal. Et donc, on ne va pas prendre les mêmes décisions si on est overstress, dans la peur ou complètement sous l'eau, que si on est bien reposé et qu'on se sent dans une atmosphère de sécurité. Et en fait, souvent, on ne se rend pas compte qu'à force d'accumuler des manques de sommeil, du stress ou quoi que ce soit, on est complètement baigné dans un environnement qui va être intellectuel ou de prise de décision qui est différent. Donc, on va penser qu'on va se dire « ça, c'est mon libre arbitre ». Mais en fait, non, cette décision, elle est complètement déterminée par mon niveau de stress ou mon niveau de fatigue que j'ai accumulé.
En fait, c'est qu'on n'est pas tolérant avec nous-mêmes, parce que ça, on arrive à le voir avec des enfants. Bah oui. Ma petite fille de 3 ans, elle fait pas la sieste, elle s'est couchée tard samedi soir, le dimanche, elle fait pas la sieste, le soir, pour le moindre truc, elle va pleurer, elle va réagir de manière. Mais je vais être patiente et bienveillante parce que je vais dire, elle n'a pas fait la sieste. Mais nous, on s'accorde pas ça. C'est plus dur. Voilà, on ne s'accorde pas, c'est surtout qu'on est habitué à se travestir, à donner le change, à faire style, tout va très bien. Mais moi, tu ne me fais pas manger, si je ne mange pas et que je dois tenir jusqu'à 19h, mais forcément, mes facultés, au bout d'un moment, mon attention, elle est comme ça. Et ce n'est pas honnête pour les clients que j'ai en face de moi. Juste ça. Donc, c'est surtout que nous, on a appris à faire tout. C'est comme si je suis toujours bien, je suis très performante, tout est OK. Mais très dur vers nous-mêmes. Mais oui. Et on s'en demande énormément. C'est clair. Voilà. Non. Et en pensant qu'on nous en demande autant, mais en fait, à un moment aussi, c'est pas non plus être flemmard, le mot feignant. C'est pas être feignant parfois qu'aussi d'être un peu en sous-régime et se dire là, je suis plus fatiguée, j'ai besoin de repos, j'ai besoin qu'on me laisse tranquille, j'ai besoin de silence, j'ai besoin de calme. Parce que je pense, oui, on a besoin de se prouver. Enfin, ça serait intéressant, c'est presque une analyse après psychologique, mais de déterminer à nous chacun nos leviers de motivation. Mais je crois que moi, c'est la satisfaction personnelle en fait. Et du coup, à l'inverse, je vais être contente, être reconnaissante envers moi-même quand ça se passe bien, mais je ne vais pas accepter qu'un truc puisse se passer. Ça, c'est aussi parce que notre niveau d'exigence est très élevé. C'est-à-dire que si ce n'est pas au top, alors il y a un côté très polarisé. Si ce n'est pas au top, alors c'est nul. Alors qu'en fait, non, c'est très graduel. Et que justement, tu disais, tu as 34 ans, donc ce que tu fais aujourd'hui, ça va nourrir ton expérience, qui va donc nourrir tes projets de demain. Mais quand on est la tête dans le guidon et quand on est arrivé au piqué de l'instant, ça, on ne le voit pas. C'est honnêtement, si tu réfléchis, c'est des échecs. Alors, quand je parle d'échecs, attention, ce n'est pas les grandes souffrances humaines, mais c'est les échecs qui nous ont fait soit nous remobiliser, soit réfléchir différemment, soit aller demander de l'aide. Et donc, pouf, les choses, elles ont réavancé. Et c'est aussi un moment de dire, j'en peux plus. Je suis fatiguée, je suis vraiment fatiguée. Et s'ouvrir là-dessus et dire, OK. Donc, il y a une phrase en américain, dans le coaching à l'américaine qui est « Apprends-toi à te reposer, non à abandonner ». Je ne le fais pas en anglais parce que je ne suis pas sûre de moi, mais c'est ça. C'est en fait un moment, tu n'es pas obligé d'abandonner le projet. Tu veux dire, les gars, time out, je me pose. Faites-moi, je reviens. Et surtout que sur des échecs, il y a de grandes choses qui ont vu le jour. Oui. Il y a le Discord, le chat en ligne, là, un peu comme Slack. C'était des gamers qui réfléchissaient. Ça devait être un jeu. Et en fait, ça a eu un bid total. Et d'ailleurs, donc c'est devenu finalement un gros chat. Et d'ailleurs, quand il y a un bug sur l'application, il y a un petit message clin d'œil à la création du jeu qui s'est fait comme ça. Ah, Stéphanie, take some rest, but don't give up. Merci Stéphanie. Merci. Et du coup, est-ce qu'on peut vraiment parler de bien-être pro sans parler de la sphère perso? On a vu que non, en fait, tout est... On n'utilise plus du coup le mot équilibre parce qu'effectivement, la balance, il ne suffit pas de le même poids à droite et à gauche pour qu'on soit bien. Oui, alors en fait, il y a des personnes pour qui le pro, c'est toute leur vie. Et c'est vrai, c'est OK, c'est parfait. Donc, ils donnent vraiment 80 heures, 90 heures, ils pensent la vache. Ce qui est important, c'est de comprendre que je suis plutôt la même personne qui me déplace dans différentes sphères. Et ça c'est... Si par exemple, je suis quelqu'un qui a besoin d'être... je ne sais pas si je pars sur une bonne piste. Si j'ai besoin de temps pour pouvoir façonner mes idées avant de les proposer, je serai la même femme au perso qu'au pro. C'est-à-dire que s'il se passe quelque chose dans mon perso, je ne vais pas répondre à brûle pour point tout et n'importe quoi. Non. Donc, en fait, il faut surtout arriver à se comprendre et à savoir de quoi j'ai besoin et de quoi j'ai envie. On parle souvent en business, prestige ou profit, pour faire les deux catégories. Est-ce que c'est plutôt la reconnaissance? Est-ce que c'est plutôt ce que tu vas amener comme identité? Ou profit, c'est-à-dire que tu t'en fous de ce qu'on pense de toi, tant qu'il y a du chiffre, que ça génère du chiffre ou ça génère. Ce n'est pas forcément autant polarisé, mais on a quand même ces deux axes. Le perso, ce n'est pas forcément la famille. Le perso, c'est du temps des fois pour se former, c'est du temps parfois pour penser, c'est du temps aussi pour faire des nouvelles rencontres ou développer des nouveaux projets. Ce n'est pas que j'ai une famille. Le pro, ce n'est pas que le temps passé au travail. Le pro, c'est aussi tout ce qui va être une espèce de validité sociale. Qu'est-ce que tu as comme projet pro? Qu'est-ce que tu mènes à bien comme projet? Et il y a des personnes, elles ne se présentent que par leur pro. Bonjour, Laure Hélène, voilà ce que je fais.
on ne sait rien des hobbies. Il y a d'autres, ah oui, bah, je ne sais pas quoi, j'ai replanté 15 cactus, là, en ce moment, c'est tendu avec la chaleur, mais et tu ne sais pas. C'est un très bon exercice. D'ailleurs, Ouais. si vous voulez vous prendre au jeu, d'essayer de vous-même vous présenter. Où est-ce qu'on met les curseurs, en fait? Et en fait, souvent, c'est profession, enfin, nom, âge, profession. Pourquoi l'âge? Tu sais pas, c'est bonjour, tu es bon, très bien, super, moi j'ai 27 ans et demi, enfin, tu vois, il n'y a pas de sens. Et en fait, et la profession, c'est ce qui montre aussi que notre identité va être super dépendante de notre travail. Voilà. Et en fait, l'équilibre vie pro-perso, moi, ça va être un trop vaste sujet, mais ce que j'aimerais rappeler, c'est que ça va dépendre aussi de là où on en est, nous, dans notre vie et notre existence. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on doit valoriser, donner plus d'énergie à notre perso, je sais pas, au fond d'une famille, on doit aller voir nos parents, nos grands-parents, je sais pas quoi, on doit acheter une maison ou quoi. Il y a des périodes de notre vie où on donne beaucoup plus au pro parce que c'est le moment, c'est le challenge. J'étais avec j'ai une cliente qui est chirurgienne, elle est passionnée, c'est-à-dire que c'est sa vie, la chirurgie. Pourtant, 2 enfants, enfin mariée, donc je ne sais pas comment elle fait, mais elle est passionnée et c'est sa vie, ça a du sens pour elle et elle veut pas. Il n'y a pas de tout de différence pro-perso. Et ça doit suivre derrière. Son perso doit nourrir son pro parce que sinon, c'est juste pas possible. Et c'est comme ça qu'après, nous, c'est un peu l'histoire du Happy Lundi à la base. C'est l'histoire de Pierre, Paul ou Jacques le vendredi soir. Alors, on parle métier de bureau, là encore, désolé pour la généralité, mais le vendredi soir peut être le samedi soir ou le samedi midi suivant les professions, etc. Mais il est content de partir en week-end le vendredi soir parce qu'il est content d'avoir du temps perso pour lui, mais le dimanche soir, il n'a pas la boule au ventre de retourner au bureau le lundi matin. Le lundi matin, il est bien parce que du coup, ça passe par plein de choses dans la QVTC, mais nous, forcément, en tant qu'agence événementielle, on parle de l'événementiel qui est un des leviers importants pour ça. Et en fait, et on rejoint un peu tous les sujets parce qu'au dernier séminaire, on lui a montré que ce qu'il faisait dans la société, ça avait du sens, qu'il avait une utilité qui était utile aux autres, parce qu'il a créé du lien humain avec Jacqueline et toute son équipe, etc. Et en fait, tout se combine un peu en finalité, le vendredi soir, on est aussi bien que le lundi matin. C'est là où il faut qu'on tende vers là. Oui, il faut qu'on tende vers là. Et dans les événements que vous créez, ce qui est intéressant, justement, pour reprendre ton exemple, c'est de voir Jacqueline différemment qu'à son poste. Et qu'en fait, Jacqueline, elle va être pleine d'humour, ou Jacqueline, ça va être la personne qui fait attention à tout le monde, ou Jacqueline, en fait, tout d'un coup, tu apprends qu'elle fait du golf ou du tricot, et peu importe. Et en fait, il y a aussi ce côté-là. Nous, on a tendance à scinder pro et perso, parce que parfois, ça nous arrange. On va avoir une espèce d'opacité sur notre vie perso. Alors que quand tu vas créer plus d'événements, plus de moments où les gens peuvent se rencontrer, tu vas donner aussi une beaucoup plus grande perspective des êtres humains. C'est ça, tu vois ce que je veux dire ? Oui. Et puis, du coup, l'humain qui, au final, est le cœur dans l'entreprise. Donc, et on sera plus alerte sur les signaux faibles de mal-être et sur, au contraire, quelqu'un qui est vachement inspirant, qui va me donner confiance et qui va faire que je vais me donner encore plus dans la boîte. Voilà, ou quelqu'un qui, en fait, sa timidité, elle peut paraître refroidissante, mais en fait, sa timidité n'est que de la timidité ou une forme de pudeur. C'est-à-dire que non, c'est pas quelqu'un de froid, de sans cœur. Ce qui est important aussi pour ce que tu disais du lundi matin, c'est de se demander aussi pourquoi, en fait, cette angoisse. Parce qu'il y en a qui l'ont déjà dès l'école. Et oui. Et c'est quelque chose de fou. Donc, c'est pareil, parce que tu prends l'exemple avec les petits. Il y a des petits, le dimanche soir, ils ont mal au ventre, ou ils ont mal de tête, ou tout d'un coup, ils vont mourir d'une oreille qui a trop grossi. Alors, ça n'existe. Mais en fait, c'est de se demander qu'est-ce qui fait au travail qui va te mettre en fait, dans cette angoisse. C'est souvent les mêmes qui, le vendredi soir, se lâchent totalement en faisant des grosses soirées. Il y a force de déséquilibre aussi là-dedans. Donc, là aussi, je pense que la quête de sens, c'est des petits, parce que moi, pour les enfants, par exemple, je ne sais pas si, alors je ne suis pas dans la classe, je ne peux pas dire que la maîtresse ne le fait pas, mais de leur expliquer que ce qu'ils apprennent là, ça leur servira plus tard pour ça. Là, on a l'exemple des tables de multiplication en train de les apprendre. Alors, autant la poésie, c'est de la culture générale, autant là, apprends-les par cœur parce que ça te servira toute ta vie. Et d'essayer de leur montrer, en fait, direct, dès qu'ils sont enfants, le sens des choses qu'ils font. Oui, le sens, et aussi pareil, ce qu'on disait tout à l'heure, la big picture. Là, tu en as marre d'avoir ta table, même mes parents me l'avaient mise aux toilettes. Donc, tu es même petite, et en fait, mais c'est plus. Mais la grande perspective, aujourd'hui, tu ne vois pas forcément, mais à un moment, c'est comme aujourd'hui, tu apprends des mots à la queue leu-leu, ça te paraît confus, mais un jour, c'est toi qui pourras lire tous ces livres, ou un jour, c'est toi qui pourras t'exprimer, ou faire du théâtre, je ne sais quoi, en tous les cas, avec tous ces mots.
Donc, c'est aussi, et à accepter aussi qu'à un moment, il y a des périodes où c'est difficile d'apprendre, c'est pas aisé, comme on dit, et qu'après, ça sera plus fluide. Et au travail, on a des périodes aussi où c'est pas aisé, c'est compliqué, ça nous demande beaucoup plus de charge mentale, mais à un moment, ça sera aussi plus automatisé, plus facile, on arrivera sur autre chose. Complètement, complètement. Et du coup, je pense qu'on manque de tolérance à ce niveau-là, mais on le disait tout à l'heure, on a aussi banalisé le fait d'être fatigué. On a eu un petit rictus quand on a dit sous l'eau parce qu'on a rigolé de cette expression qui est un peu le « je suis sous l'eau », le truc… je te rappelle plus tard, je suis sous l'eau. Voilà. Est-ce qu'on a un peu banalisé le fait d'être surchargé et qu'on a peur aussi de l'ennui, je pense, quand on… Alors, il y a les deux. En fait, ce qui se passe, c'est que, comme on dit, il ne faut pas confondre être occupé et être productif. Et il y a eu aussi beaucoup le multitasking. Et le multitasking, c'est arrivé aussi beaucoup avec le portable, avec toutes les fenêtres ouvertes. En fait, le multitasking, il faut se voir comme nous, si on était un ordinateur, qu'on avait plein de fenêtres ouvertes. Ça va ralentir le processeur. Oui. Et en fait, presque toutes les fenêtres, vous allez voir, sont rangées au même niveau. Donc, en fait, toutes sont importantes. Alors que non, la liste de courses ou le drive n'est pas forcément plus importante que le mail qu'il faut traiter maintenant, ou ta copine qui t'envoie une blague sur WhatsApp, business, bien sûr. Mais donc, ce n'est pas la même chose. Et en fait, à un moment, c'est devenu la norme d'être multitâche, d'être efficace sur tout. Or, il s'avère que c'est faux. On ne peut pas être multitâche. Ou en tous les cas, si on est multitâche, il y a forcément toutes les tâches qui sont déprivées parce qu'on va devoir donner notre attention à une tâche. Ce que je veux dire, c'est qu'intellectuellement… On ne peut pas être à 100% sur 15 tâches. Voilà, on ne peut pas. Après, c'est devenu aussi beaucoup du fantasme de l'entrepreneur qui dort dans son bureau, qui fait 90 heures ou 100 heures par semaine de travail, qui a eu la grande fame. En fait, en général, au bout d'un moment, cette personne-là, elle a pris 25 kilos avant ses 40 ans, elle est chauve ou pas, ou en tous les cas, elle se drogue. En tous les cas, il y a quelque chose qui ne va pas. Elle peut avoir des cheveux aussi. Mais la question, c'est qu'en fait, on a valorisé beaucoup le multitasking et en fait, on ne s'est pas rendu compte que c'était plus de l'épuisement que de l'efficacité. Et à un moment, il faut le reconnaître que ça ne sert à rien. Donc, demander surchargé en tâches, la personne qui arrive, qui jette bruyamment ses clés dans le bureau, qui n'a pas le temps de te parler parce qu'elle est au portable, qui ouvre son bon, c'est quand même complètement pas possible ça. Il ne faut pas. C'est déshumanisant et le cerveau ne peut pas fonctionner vraiment de façon efficace dans ces conditions-là. Et du coup, quelles premières actions simples tu recommanderais pour sortir du coup de ce cercle d'épuisement mental dans lequel… je pense tous, on essaie de sortir, mais qu'on y replonge de manière assez instinctive. Déjà, faire attention à ce que je vous disais là, c'est-à-dire toutes ces fenêtres ouvertes symboliquement ou réellement sur notre ordi. Le portable, on le vire quand on travaille, on n'en a pas besoin. Donc, on a vu toutes ces études qui montraient qu'il ne fallait même pas qu'il reste sur la table, parce que le fait qu'il soit sur la table, fait qu'on a envie de le voir, c'est presque un réflexe. Oui. Alors après, il y en a beaucoup qui s'en servent pour le travail, mais on peut aussi programmer comme le mode nuit, un mode travail où on n'a que les appels et les choses qui peuvent nous aider pour le travail, mais pas être pollué par les notifs Insta. Voilà, ça, c'est non. En fait, juste le pop-up, jusqu'à tu as une notif, le cerveau, il se retourne, il est tout content. Ensuite, il y a aussi, si c'est possible, de définir des horaires. À 18h, c'est fini. Et ça demande énormément de choses, parce qu'à 18h, on est soit dans la voiture, on pense encore à un mail, à un message, à un contrat, à un devis ou à un truc qu'on n'a pas fait. Oui, c'est pas juste partir du bureau, c'est réussir dans son esprit à se dire là, je souffle là. Et c'est comprendre que le fait de souffler nous rendra plus efficace le lendemain, plus performanciel. Certains sont vraiment des adeptes de la performance, mais en tout cas plus disponibles intellectuellement. C'est pas pour rien qu'on dort. Enfin, je veux dire, si depuis la nuit des temps l'être humain dort, c'est pas pour faire joli ou parce que la nuit tombe, c'est parce que dormir permet d'engranger toutes les connaissances de la journée. De régénérer le cerveau. Et donc voilà, le côté, café, les pilules et tout le machin pour tenir, en fait, au bout d'un moment, il y a forcément quelque chose qui brûle à l'intérieur de… Et qu'on est plus, en fait, en roue libre, qu'on est plus sur de l'épuisement que sur, finalement, une vraie efficacité. Complètement. Et on peut faire des erreurs dans la décision, dans la prise de décision, ou même on peut tout simplement mal parler à quelqu'un alors que cette personne n'a pas, sur le coup, méritait pas ça, mais c'est juste qu'on est… Et on va dire, excuse-moi, tu sais, je suis fatiguée en ce moment. Et l'autre va dire, oui, alors tu viens vraiment de me renvoyer bouler sur 15 générations. Mais oui, je comprends. Juste, mais… D'accord, ok, t'es fatiguée. Et c'est la fameuse goutte d'eau qui déborde. Oui. Ouais. Et en fait, non. Après, réussir aussi à définir le bon stress du mauvais stress, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de cette petite boule au ventre pour se surpasser et du stress pour se dire je l'ai fait finalement, j'ai réussi. Alors là, c'est la différence donc, entre ce qu'on va appeler soit la pression ou le trac, c'est-à-dire juste avant de rentrer sur scène, les personnes ressentent ça et en fait, c'est le signal que ça va être important, que ça vaut le coup ce qui est en train de se passer. Mais on est plus, ça c'est des pics.
En fait, ce qu'on va appeler le mauvais stress, c'est le stress en continu. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, nos niveaux physiques, hormonaux, c'est pas juste tac, hop, un coup de stress et je reviens, c'est tac, je monte et je suis tout le temps en haut. Et donc, en fait, notre nouvel équilibre est vivre en état de stress, qui va être délétère, en fait, pour le corps, pour le cerveau et pour l'organisme. Parce qu'il est épuisant. Parce que c'est épuisant et parce qu'en fait, il faut savoir que le stress, c'est pas juste un mot. En fait, il y a toutes nos hormones qui vont changer. Et en fait, j'avais un enseignant qui me disait, le stress, il faut le voir, le stress continu, comme si on mettait notre cerveau dans un bain d'acide, littéralement. Oui. Voilà, donc c'est pas agréable. Et c'est pas parce qu'on peut être très très beau, physiquement bien présenté, qu'en fait, à l'intérieur, non, il va. Donc, en fait, il ne faut pas. On a tous des moments de stress. Rien que là, la porte, elle claque, on va avoir un moment de stress, mais on va revenir à un état optimal. Mais si on est tout le temps dans cette zone-là, au bout d'un moment, on crame et c'est ce stress-là qui est plutôt délétère. Après, il y avait, j'ai oublié le nom, une athlète là, pour Roland Garros qui disait la pression, c'est le privilège des grands. D'avoir la pression avant de jouer un grand match, de la pression avant de rentrer sur un cours, bah oui, c'est le privilège des grands. Ça veut dire que là, il y a quelque chose d'important qui va se jouer. Et là, on met notre corps et notre mental en mode sois attentif. Ça vaut le coup, ça coûte, il faut que tu sois vraiment présent sur le truc. Complètement, très intéressant. Je ne sais pas s'il y a des questions. Si vous voulez poser des questions, il nous reste quelques petites minutes. 4 petites minutes. Et puis sinon, on va conclure. Tu avais envie de faire un mot spécial, un mot de la fin? Non, je vous remercie. Je te remercie pour créer déjà ce moment, pour parler de ça et pour de re-questionner en fait justement ces concepts qui paraissent un peu soit fourre-tout ou sur lesquels on pourrait parler des heures et remettre en fait l'humain au centre de tout ça. Cette notion d'humain et que nous-mêmes on fluctue au milieu de tout ça. On nous demande un petit mot sur le télétravail. Alors, rapidement. Alors, le télétravail, eh bien, on en revient à première vue. On s'est rendu compte aussi que le télétravail, il y avait ses limites dans le sens où quand on travaillait à la maison, on avait tendance à faire beaucoup plus de choses en même temps, qui va être par exemple étendre le linge ou qui va être aller prendre un quart d'heure pour emmener la voiture chez le mécanicien, qui va nous sortir en fait de notre focus et de notre attention. Alors oui, ça nous permet de souffler un peu sur ce rythme un peu fou qui est de 5 jours semaine par exemple au travail. Mais finalement, on s'est rendu compte que pour certains, la charge mentale était plus grosse et le focus moins important. Donc, la capacité intellectuelle sur une tâche moins importante. C'est là où encore, il faut que ça reste du sur-mesure, en fait, ne pas l'imposer, parce qu'il y a certaines sociétés aussi qui, après le Covid, en ont profité pour prendre des locaux plus petits qui leur faisaient économiser. Voilà, et en imposant 2 jours de télétravail et en faisant switcher les équipes pour n'avoir jamais personne. Je pense que là, du coup, c'est pas bon. Par contre, laisser à la carte et en fonction des profils, parce que du coup, c'est pareil, suivant les personnes, si elles habitent loin, mais tu peux te dire que le temps des machines, et de lancer le repas pour le soir, de lancer un monsieur cuisine pour le soir, mais ça s'équilibre avec le trajet en moins, quoi. Donc là encore, c'est vraiment du sur-mesure. Et je pense que c'est bien de faire mixte aussi, si c'est possible. C'est-à-dire de la présence sur le lieu de travail pour vraiment rencontrer les personnes, en fait. Parce que j'avais un client chez Dell qui me disait on ne se voit plus du tout en vrai. Donc, quand il doit faire une présentation maintenant en réel devant 10 ou 50 personnes, et ben, il perd ses moyens, ce qu'il est habitué à faire tout en visio depuis 4-5 ans maintenant. Une vraie conférence avec vraiment… vraiment avoir un modèle plus hybride qui mixe les deux. Oui. Et il y a des personnes qui ont plaisir à se lever et dire je vais sur mon lieu de travail, le soir partir et dire là je suis à la maison. Et ça, il faut le respecter aussi. On a pas mal de remerciements, mais merci à toutes et à tous d'avoir partagé cette heure avec nous. Merci. Un immense merci à Laure-Hélène pour ces éclairages puissants, ces outils concrets et sur cette capacité à mettre des mots sur ce qu'on vit au quotidien sans toujours pouvoir les déterminer. Chez Mana Événement, on est convaincu que prendre soin de l'humain, c'est aussi prendre soin de la performance et que du coup, les deux sont liés de manière claire. Si ce moment, merci à tous, si ce moment vous a inspiré, tant mieux. Et puis, si ça a semé une petite graine de changement pour demain matin, alors on est ravis. Très belle semaine à tous et surtout, happy lundi.